D'abord, je veux être étonnée d'être ici à raconter. Je ne vais pas avoir du tout le même rapport que Bassam avec Herman Hippocaus. Ça a été des amis, des gens qui m'ont accompagné pendant tout mon parcours mathématique et que j'ai vu disparaître, l'un en 2000 et l'autre en 2016, comme ça. Et je suis un peu surprise qu'on me demande de témoigner. Donc je vais revenir, parce que moi je ne viens pas des systèmes dynamiques, hein, ma thèse était en géométrie algébrique. Mais par contre j'ai connu Herman dès les années 1975. Alors voilà pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde mathématicien, il est fortement masculin. Et dans les années 70, et spécialement. Et aussi, les chercheurs, les jeunes, ils étaient très isolés. Alors, mes deux amis de faculté des années 70, là, c'était Christian Pesquine et Lucien Spiro, qui ont fait une thèse commune, le même fascicule pour les deux. Ils ont fait accepter ça par la communauté mathématique, ce qui n'était absolument pas le prototype souhaité. Et après leur thèse, ils avaient une certaine notoriété, ils ont commencé à créer un groupe de travail. Et ce groupe ils m'ont demandé si je pouvais participer. J'ai tout de suite participé. Et puis le groupe de travail a grossi. Alors, moi, j'étais la première femme, hein. Petit à petit, est arrivé une deuxième, troisième, quatrième. Finalement, on était 4 femmes dans ce groupe de travail, ce séminaire. Et le séminaire va être de plus en plus important. Et on a eu une fois, on a dû aller à Oberwolfach faire un séminaire, le séminaire là-bas. Et lors de ce séminaire, Gerd Faltin a annoncé qu'il avait résolu une conjecture très connue en géométrie algébrique, une conjecture de Safarevitch. Mais Lucien Spiro surtout était très étonné. Et quand on est rentré sur Paris, 15 jours après, Faltin annonçait qu'il avait la conjecture de Mordel. Et donc, ça lui a valu la médaille Fields. Comment j'ai connu Michel ? Alors, Michel était très lié à Harold, qui vous avez vu ce matin. Et Harold était lié à Lucien Spiro. Et Michel était très, très curieux. Alors, il venait, à la fin de notre séminaire, il venait nous questionner pour voir comment ça fonctionnait. Un groupe de travail, il n'y en avait pas tellement à cette époque-là. Et donc, il était là. Et puis surtout, il aimait ces demoiselles qui participaient de ce groupe de travail. Voilà comment j'ai connu Herman. Et puis, après, même la collaboration Herman-Spiro, Herman, il a dirigé la collection Astérix pendant un certain nombre d'années, de 86 à 91, et puis après, il a transmis le travail à Lucien Spiro. Après, moi, j'ai commencé à enseigner à Orsay. Et à Orsay, au bout de 2 ans, j'ai enseigné avec Adrien Douady. Alors, Adrien Douady, c'est pareil, très communicatif et aussi qui était sensible à la gente féminine, m'a tout de suite incorporé. Et son équipe était vraiment très animée. C'était des années 84-85, était en plein essor de système dynamique dont je vais parler. Et donc, j'ai fait partie de cette équipe-là. Et alors, en 1982, Adrien Douady et puis Amal Bard, ils ont commencé à étudier la famille logistique. La famille logistique, c'était une famille d'applications. Je donne la formule là. Ne pas baisser. Ah oui, pardon. Oui. Là, je donne la formule. La grande FA de x égale AX, facteur de 1 moins x.
Cette famille est très très connue, c'est la loi d'évolution des populations. A est le paramètre d'évolution. Mais ils ne l'ont pas étudié sous cette forme-là, ils l'ont étudié sous une forme qui leur apparaissait plus adaptée. C'est la famille X au carré plus A. C'est la même famille, hein, vous faites un petit changement, c'est exactement la même famille. Et cette famille-là, elle possède une propriété. On peut distinguer les applications qui sont dans cette famille. Alors, comment on va les différencier? On va regarder l'origine et sa trajectoire. Donc, FA de X, FA de X, et ainsi de suite. Alors, si cette trajectoire va vers l'infini, bon, ça fait partie du premier paquet. Si, au contraire, la trajectoire reste bornée, ne s'éloigne pas à l'infini de l'origine, alors à ce moment-là, ça fait un ensemble qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Si j'arrive, je vous le... Et normalement, on devrait le voir, le Mandelbrot. Il est où? Ah voilà, pardon. Alors cet ensemble-là, c'est un ensemble très, très connu, hein, fractal, dans les fractales, comme ça. Alors vous voyez l'extérieur de cet ensemble noir-là, lui, il est très simple, hein, il est semblable à l'extérieur d'un disque de rayon 1 centré à l'origine. Et cette similarité qu'on a avec l'extérieur de cet ensemble de Mandelbrot, on aimerait bien qu'elle aille jusqu'à la frontière. Pourquoi? Parce que quand vous avez un disque rond comme ça, il y a des rayons externes qui partent, il y a des arguments, et donc ça donnerait, si on pouvait prouver que cette similarité, elle se transmet à la frontière, ça pourrait donner une description de cette frontière qui, vous voyez, est très, très, très compliquée, comme ça. Par contre, je reviens, pardon. Alors, ce problème de prolonger à la frontière, ça a donné lieu à une conjecture qu'on appelle MLC, que Bassam a parlé. Et alors, MLC, c'est pour Mandelbrot localement connexe, mais c'est essentiellement pour dire qu'on peut aller jusqu'au bord de cet ensemble M. Alors, après sa thèse en 1985, Jean-Christophe, il a commencé aussi, lui aussi, à vouloir essayer de s'attaquer à cette conjecture. Et il était allé à Polytechnique à ce moment-là, et puis on revenait souvent là d'Orsay avec Adrien, on reprenait le RERB. Et assez souvent, Jean-Christophe apparaissait dans notre wagon et s'asseyait à côté d'Adrien. Alors, je ne vous dis pas, Jean-Christophe prenait un papier blanc, dessinait vaguement cet ensemble de Mandelbrot, et alors il commençait à mettre des 5 dixièmes, 8 septièmes, tout ça sur cet ensemble de Mandelbrot. C'était son habitude, il testait toujours sur des exemples jusqu'à avoir un sentiment et tout ça. Et donc, ce trajet Paris-Orsay, pour moi, était mythique. C'était mes débuts en système dynamique, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, mais je voyais Adrien complètement passionné par ça. Je n'ai jamais pris le train RERB avec Michel et Adrien ou Jean-Christophe. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant je le voyais assez souvent, Michel. Et alors il venait, il s'asseyait à côté de moi. Première chose qu'il faisait, il me questionnait sur Jean-Christophe. Qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Après, il se calmait, il me racontait son exposé, et puis ensuite, je recevais, dans la semaine qui suivait, les photocopies de ces notes là, sur le papier qu'il avait fait. Voilà. Alors, lors d'une conférence à
à Hillerød, au Danemark. C'était en 1980, un peu plus tard. Voilà, je suis je suis un peu perdue. Il y a eu une conférence en 1993, il y a eu une conférence à Hillerød au Danemark. Et là, Jean-Christophe annonça qu'il savait démontrer cette conjecture MLC pour presque tout le bord de cet ensemble de Mandelbrot. Ce qui restait est une mesure zéro. Bon, mais c'est pas démontré. Et actuellement, il en reste encore un petit peu, hein, beaucoup moins que lors de Jean-Christophe. Bon, mais ceci dit, il a gagné la médaille Fields avec ce résultat-là. Et ce résultat-là, il l'a exposé, mais il ne l'a pas écrit. Heureusement, dans l'assistance, il y avait John Amal-Hubbard qui a rédigé la démonstration. Et alors, quand ça a été connu, l'attribution de la médaille Fields pour Jean-Christophe, Adrien a dit, à son équipe rapprochée, hein, il a dit, tous à Zurich, c'était là où était le congrès de l'ICM en 1994. Alors, on est allé à Zurich. Mais Jean-Christophe, il désirait que sa femme, Dalva, puisse assister aussi à sa remise de médaille. Donc il nous demanda est-ce qu'on pouvait garder Thiago. Ok, on a gardé Thiago. Je n'ai pas vu grand-chose de la conférence, mais j'ai accompagné la petite famille comme ça. Et après ça, Jean-Christophe, après sa médaille Fields, il est parti de Orsay pour le Collège de France. Et cependant, il était resté très, très lié à Adrien. En 1997, le NS Lyon organise des journées dynamiques et géométrie complexe où Jean-Christophe avait fait une série de 3 exposés. Dynamique des polynômes quadratiques. Polynômes quadratiques, c'est la famille que je vous ai dit tout à l'heure, x2, x au carré plus a. Alors, ils m'ont demandé comme ça, sans me prévenir avant et ou après, les organisateurs m'ont demandé si je pouvais rédiger les exposés de Jean-Christophe. Jean-Christophe n'écrivait pas beaucoup. Hein, les organisateurs, c'était moi. Hein. Ah oui. Et je me souviens bien que c'est parce que Jean-Christophe, il avait un peu la flemme pour écrire. Hein, donc, voilà, c'est ça. Non, parce qu'on ne m'avait pas dit. Je n'ai même pas assisté au 3e exposé. Et comme ça. Et c'est quelques mois après, bien sûr, je n'avais pas bien fait le travail, quelques mois après, on me dit, mais attends, ça va paraître un panorama et synthèse. Alors, j'étais bien loin de ça. J'avais juste les transparents de Jean-Christophe. Jean-Christophe, il écrivait 4 lignes sur chaque transparent, et ainsi de suite. Donc, c'était pas faisable. Mais heureusement, je ne sais pas qui, il y avait un mathématicien qui avait enregistré les exposés, et donc avec ça, j'ai pu écrire le texte. Et en plus, Jean-Christophe en a profité pour rédiger la démonstration du théorème de Jacobson, comme ça. Dans les années 96-98, Christine Hermann, l'épouse de Hermann, qui était peintre, a fait une exposition dans le 13e arrondissement. Je suis allée au vernissage, et là, comme elle savait que j'habitais le 14e, elle m'a demandé est-ce que je pouvais l'aider à avoir une adresse dans le 14e afin qu'elle puisse participer à des diverses expositions. Bon, j'ai aidé, effectivement. Jusqu'à maintenant, je reçois des enveloppes Christine Hermann Flexor. Et ça fait il y a longtemps. Mais pour me remercier, Michel, à Rio, m'a invité dans un très bon restaurant portugais. Très bien. Il ne m'a parlé toute la soirée que de Jean-Christophe.
un peu comme ça. Mais alors, dans les années 95-2000, Michel était très sensible aux conditions que l'IMPA lui offrait. Il y avait un chauffeur qui venait le chercher, et ainsi de suite. Pour quelqu'un qui est handicapé, c'était vraiment très bien, rentrer directement dans le bâtiment. Et donc, il a émis le souhait de faire son émérita à Rio, à l'IMPA. Et puis, comme il se sentait tout de même affaibli, si on pouvait disperser ses cendres dans la baie de Rio. Bon. Et la dernière année, là, dans l'année 2000, il y a Stefano Marmi, il a organisé une conférence en décembre, c'était 2 mois avant. C'est pas moi que j'ai organisé la conférence. C'était une conférence organisée par Luigi Chieri à Rome. Ah pas bon, moi. Non. Ça, faut m'excuser parce que comme c'est une période tellement longue dans l'histoire. Non, merci. Très bien, comme ça. Et c'était à 500 mètres dans la maison de l'architecture et à 500 mètres du Colisée. Le matin, vers 10h, je rencontrais Jean-Christophe qui revenait d'une promenade archéologique. Et puis, il me racontait, et ainsi de suite. Et moi, bon, je dois avouer que je n'allais pas à 8h du matin, j'allais pas visiter, mais vers 10h30, 11h, tout de même, le Colisée, et ainsi de suite, j'y allais. Et Michel, lui, était blasé sur l'archéologie romaine et compagnie, donc il ne m'a parlé que de vases grecs. Il avait une passion pour les vases grecs à ce moment-là, je crois. Et voilà, c'est la dernière image que j'ai de lui. Par contre, il était très, très prolixe quand ça lui plaisait. Alors, malheureusement, c'était 2 mois avant qu'il décède. Et un jour, en 2001, après son cours, Jean-Christophe, après son cours au Collège de France, comme ça, c'était un jour froid, je me rappelle, un jour froid et gris, et il me raconte qu'il a des problèmes avec le désir de Michel d'avoir ses cendres dispersées dans la baie de Rio. Et je lui demande, mais pourquoi Il dit, bon, qui va transporter l'urne? Alors, je lui demande. Il me dit, mais toi? J'étais un peu surprise, ingénue. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi moi? Elle m'a dit, mais toi, tu as l'assentiment de sa femme. Donc, on a transporté les cendres et Jacob Pallis a lancé les cendres dans la forêt Tijuca, au-dessus de l'IMPA, avec vue sur la mer, comme ça. Mais alors dans les années 2000, je vais être très brève, dans les années 2000, la dynamique holomorphe n'intéressait pas Jean-Christophe, il avait cessé d'en faire complètement. Mais par contre, il suivait les résultats, les résultats essentiels de la dynamique holomorphe. Par exemple, il a suivi l'évolution de la démonstration d'un ensemble de Julia de mesures positives. Il l'a suivi tout le temps. Cette démonstration était faite par 2 élèves de Adrien Douady, Xavier Buff et Arnaud Chérita. De ces années-là, je ne retire pas tellement. Je veux dire, j'allais au séminaire, j'allais au café après, comme l'a dit Bassam, après le séminaire d'Hermann qui était devenu Yokos, le séminaire de Yokos. Et non, c'était tout lisse à ce moment-là. Bon, par contre, Jean-Christophe et Dalva, sa femme, étaient séparés, mais étaient restés très proches. Et Dalva décéda, mais c'est Jean-Christophe qui organisa la dispersion des cendres de Dalva à Rio, paya le voyage pour Thiago et son ami, et aussi pour le compagnon de Dalva.
comme ça. Et il a eu une période de rémission dans sa maladie, Jean-Christophe, et il s'était rapproché de Thiago, et il évoquait même le désir de Thiago de quitter la région parisienne pour s'établir en Bretagne, et éventuellement dans la maison familiale. Moi, je rapporte mes discussions avec Jean-Christophe. Donc, souvent, lorsqu'une conférence était prête, était proche d'un site historique ou d'un espace naturel propice aux randonnées, Jean-Christophe s'accordait 2-3 jours de vacances, comme ça, et souvent faisait ses randonnées seul. Et quand au retour, alors il vous racontait abondamment qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait fait, et ainsi de suite. Donc, par ailleurs, les échecs, l'intégralité de Simenon, de Proust, de Game of Thrones, il était malade à ce moment-là, et c'était aussi une bonne alternative aux mathématiques. Est-ce qu'il y a des questions posées ? Juste une précision sur les dates où il annonça cette démonstration de locale connexité des points renormalisables. Je crois que c'était en 91 à Orsay. Il a fait une série de séminaires dont j'ai les notes d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne pensait pas qu'on lui a donné la médaille Fields par ce résultat. Comme il m'a dit, c'était plutôt son optimalité de la condition de Bruno. D'ailleurs, de la vie de Moser aussi, c'était ça qui lui a valu la médaille Fields. Et peut-être, puisqu'on parle d'anecdotes, je me rappelle Michel Herrmann, donc tous les étudiants de Michel Herrmann fumaient, et il était surpris que je ne fume pas, et un jour il vient me dire que tous les bons mathématiciens fumaient. Bon, quand même j'ai résisté. Il t'a dit ça à quelle époque ? À quelle époque ? C'était... ça doit être en 90. Oui, quand j'ai présenté ma thèse, il m'a torturé pendant 1 mois et demi, parce qu'il était rapporteur de ma thèse. Donc je m'amenais 2 fois par semaine à l'Institut Poincaré, où je leur racontais la thèse ligne par ligne. Et à la fin, j'avais le malheur d'utiliser pour un résultat secondaire le théorème d'Alfors-Bers. Il m'a demandé de lui démontrer. Donc on a pris rendez-vous pour la semaine suivante, et je l'ai démontré, mais bien sûr, je ne connaissais pas la démonstration par cœur. Mais bon, c'est juste pour insister sur le fait qu'il insistait beaucoup sur qu'on n'utilise pas des résultats qu'on ne sache pas démontrer, qu'on n'ait pas vérifié nous-mêmes. Ce qui est une bonne leçon pour tout le monde aujourd'hui.